Bonjour à tous, c'est Yana. Alors cette semaine, j'avais vraiment plein d'idées pour les vidéos, mais le tremblement de terre d'hier à Niigata, je me suis dit, bon, ça a rappelé plein de souvenirs, et je me suis dit, je vais vous partager un petit peu mon expérience de, de mes catastrophes naturelles japonaises depuis 15 ans. Alors, bon, c'est pas un sujet les plus rigolos, mais bon, c'est toujours intéressant de voir comment on réagit, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ma première expérience, ma première année à Osaka, j'ai aucun souvenir de quoi que ce soit, même pas un typhon, rien du tout, même pas une grosse pluie, j'ai pas souvenir de quoi que ce soit. Par contre, à mon arrivée à Miyazaki en 2005, donc je venais d'arriver, donc fin fond de la campagne japonaise, j'étais dans un petit appartement d'unité, donc il y avait un rez-de-chaussée, deux appartements et deux appartements à l'étage, j'habitais à l'étage. C'est les maisons qui sont faites, si vous voyez les travaux au Japon, c'est fait en même pas un mois. C'est des plaques un peu légères qui sont mises pour faire les murs. C'est pas la plus grande solidité, hein. Et donc j'étais là, je travaillais à la mairie, j'étais censée être obligée d'aller au travail, puisque travaillant pour la mairie, on est censé aider la population. Moi, je voyais pas trop jeune étrangère qui parlait pas encore très très bien japonais, voir comment j'aurais pu aider qui que ce soit, et je me sentais moi-même en danger. Je me sentais même pas de prendre ma voiture pour rejoindre la mairie. Donc j'ai fait des pieds et des mains pour rester enfermée dans mon appartement, et avec cette peur que le mur s'écrase sur moi, j'ai fait un camp sous la table de la cuisine. Donc j'avais une bonne table en bois bien solide, et voilà, j'ai pris toutes mes couettes et je me suis mise sous la table et j'ai pas bougé. Mais j'ai bien flippé, hein, j'ai fait plusieurs nuits blanches. Après, j'ai pu voir à l'extérieur le demi-toit de mon parking s'écrouler sur ma voiture, et pendant 2 jours faire avec le vent des allers-retours sur le toit qui était bien rayé. Ça a donné par la suite une belle expérience aussi de comment fonctionnaient les assurances. Voilà, donc j'avais demandé par rapport à l'assurance de ma voiture à mon superviseur à l'époque pour qu'il s'en occupe, parce que moi je connaissais rien. Il m'a dit non, non, c'est pas pris en charge. Maintenant, avec le recul et avec l'expérience, c'est pas l'assurance de la voiture que j'aurais dû contacter, mais l'assurance du propriétaire de la maison, donc qui était en charge du toit, quoi, au final, et le toit qui s'était écroulé sur ma voiture, c'est eux qui auraient dû payer la réparation de ma voiture. Bon, ça m'a servi d'expérience, je me ferai pas avoir 2 fois. Donc voilà, ça c'était la première. Et à cette époque, il a été meurtrier en fait, ce typhon, parce que même dans ma petite ville de 25 000 habitants, on a eu 4 morts. Un peu dans l'arrière-campagne, une montagne. Voilà. Les typhons, c'est ça, c'est des grosses pluies, donc les montagnes s'affaiblissent, et glissement de terrain sur glissement de terrain, avec les vieilles maisons qui tiennent pas et qui s'écroulent, avec en général des papis, des mamies à l'intérieur qui se sentaient peut-être à l'abri, mais qui sont partis avec la maison. Voilà. Je crois qu'il n'y avait pas eu plus de morts que ça dans toute la préfecture. Par contre, moi j'avais des amis jet, donc j'étais dans le jet programme à l'époque, des amis jet qui étaient dans la ville de Miyazaki, qui est quand même une très très grosse ville, et qui n'ont pas eu d'eau pendant plus d'un mois. Et donc ça rappelle une chose, c'est que quand il y a des typhons qui arrivent ou des catastrophes, quand on sait quelque chose qui va arriver, donc notamment les typhons, on sait qu'ils arrivent, c'est de remplir sa baignoire d'eau, parce qu'il y a beaucoup de coupures d'eau, et en fait de remplir sa baignoire d'eau, c'est pour les toilettes en fait, c'est pour tirer la chasse d'eau. Voilà. Après, il y a des distributions d'eau potable par la ville, mais bon, tous les jours il faut y aller avec son jerrycan. Bon, moi, j'ai pas eu cette expérience-là. Par contre, j'ai participé au déblaiement. On en a eu ça a duré pendant plus d'un an. Nettoyer les routes. Je crois qu'il y a une route pour aller sur le bord de mer. Elle est restée fermée pendant plus de 2 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'était ma première expérience dont je me souviens. Après, j'ai eu plein de petits tremblements de terre quand j'habitais à Tokyo. Ça faisait flipper, hein, donc à chaque fois, dans mon immeuble à Sangenjaya à Tokyo, dès que ça bougeait, je faisais une peur bleue et je descendais en courant en bas. Je sais pas si c'était le mieux. Alors moi, j'avais un truc qui me faisait flipper, c'est que l'immeuble où on était, c'était un immeuble d'angle. Et on était pile poil l'appartement à l'angle. Et j'avais vu dans une émission que les immeubles d'angle, justement, étaient les moins fiables pendant les tremblements de terre, justement, ils se séparaient à la jonction. Donc voilà, ça c'était à Tokyo. Ensuite, j'ai déménagé sur Fukuoka, et j'allais commencer un de mes nouveaux boulots, c'était donc en mars, et j'allais commencer mon boulot fin mars. Et donc avant que je sois bien occupée, j'ai décidé avec mon mari qui avait un séminaire à Tokyo, d'aller avec lui et d'aller voir mes copines. C'était pour mon anniversaire, c'était juste après le 5 mars, et donc on devait être le 9, le 10, on était le 10, voilà.
Et, euh, et donc je suis montée à Tokyo pour dire au revoir et faire la fête avec mes copines. Donc on avait rendez-vous le soir du 11 avec toutes mes amies françaises de Tokyo. Et bon, ben, vous avez dû comprendre, 11 mars, j'étais voilà, au mauvais endroit, au mauvais moment. Le grand tremblement de terre du 11 mars avec le tsunami. Donc j'étais à Tokyo et mon mari aussi. Et c'était une sacrée expérience. Hein. J'étais dans un salon de massage au moment du tremblement de terre. J'allais me déshabiller, heureusement je ne l'étais pas encore. J'ai pris la sortie de secours qui était encombrée de cartons. On a failli se casser la figure dans les cartons pour pouvoir sortir. Je me suis retrouvée au milieu d'une avenue à Shinjuku. Je ne savais pas trop où aller, pas trop quoi faire. J'ai rencontré un étranger qui était aussi perdu que moi. On s'est retrouvés dans un café, voilà, et puis il y a eu les secousses. Après, j'ai essayé de rejoindre mon mari. Mon mari, c'était injoignable. Toutes les communications étaient bloquées. On ne pouvait joindre personne. Et en fait, avec mon mari, j'ai réussi à communiquer avec mon mari via sa famille à Miyazaki et via ma famille en France. Donc j'arrivais à envoyer des messages en fait et même téléphoner à Miyazaki, mais j'arrivais pas à téléphoner à quelqu'un sur Tokyo. C'était assez incroyable. Et donc lui, il était à Shinagawa, je crois. Et il est revenu à pied jusqu'à Shinjuku. Ça lui a pris 7 heures. On s'est retrouvé à Shinjuku parce que notre hôtel était à Shinjuku. Il est enfin arrivé, genre à 9 heures du soir, quelque chose comme ça, à me rejoindre, grâce donc à notre famille, nos familles respectives en France et à Miyazaki. Et on est rentré dans notre hôtel. L'hôtel, c'était un truc brinque-ballant, pas très rassurant. En plus, on était très haut, on était au 8e ou 9e étage, quoi. Moi, j'étais pas bien, ça tanguait, ça arrêtait. On a eu vraiment beaucoup de répliques, hein, donc ça tanguait vraiment beaucoup. Je me sentais pas du tout en sécurité. À 1 heure du matin, je crois on a décidé de prendre nos clics et nos claques et on est parti se réfugier au gymnase de l'école secondaire de Shinjuku, je crois. Et donc, on a passé plus ou moins la nuit dans le gymnase. On était vraiment très nombreux, hein, on devait être juste 200, quelque chose comme ça. Et avec la télé allumée, les lumières allumées toute la nuit, donc impossible de dormir, de se reposer. Et vu qu'il y avait beaucoup de répliques, il y avait l'alarme qui est très stridente, excusez-moi, sur les téléphones portables et sur la télé, pour se préparer à la prochaine secousse. Et à chaque fois que l'alarme sonnait, des cris d'hystérie pas possible. Alors on dit que les Japonais gardent leur sang-froid, c'est pas vrai. Voilà, ça criait dans tous les sens. Et à 5 heures du matin, bien épuisé, bien fatigué, on a réussi à attraper un taxi et on est allé dans une maison individuelle qu'une copine à moi avait. Et on a rejoint plusieurs autres Français, donc plusieurs copines là-bas. Et on est resté 2 jours enfermés dans la maison. Voilà, c'était une maison assez stable où on se sentait plus ou moins en sécurité. Et on est resté là-bas jusqu'à notre vol de retour. Et on a pris le vol de retour genre 3 jours après, donc après les événements. Et on voyait à la télé, c'est là qu'on commençait à voir l'ampleur des dégâts, donc le tsunami et tout ça. Donc c'était assez incroyable, assez surréel. Et on est rentré à Fukuoka, on est arrivé, c'est comme si personne n'était concerné, c'est comme si on était dans un autre pays. Et je voyais les gens de Fukuoka qui continuaient leur vie, ça les atteignait pas du tout. C'était assez surréaliste. Et même encore quand j'y pense, je dis waouh. Donc voilà, mon expérience du 11 mars. Et par la suite, donc j'ai commencé ce travail à l'université de Fukuoka, non pas de Fukuoka, de Kyushu, excusez-moi. Et j'ai travaillé pour le prix Nobel de la paix qui montait des social business pour résoudre un problème social. Et du coup, on s'est basé sur la reconstruction du Japon après le tsunami. Et donc, j'ai eu l'opportunité, dans les 6 mois qui ont suivi, de voyager sur toute la zone qui avait été dévastée par les tsunamis. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'était aussi une sacrée expérience de voir tout ça. Et voilà. Et par la suite, donc beaucoup de typhons, beaucoup de tremblements de terre. On a eu celui de Kumamoto qu'on a bien senti à Fukuoka aussi. Voilà, donc on parlera dans une autre vidéo de la préparation. Voilà pour mon expérience. À très bientôt, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!